Chaque mois, je donne de l'argent à Google, à Meta, à Amazon, à Visa, pas parce que j'en ai envie, mais parce que j'ai pas vraiment le choix. C'est des boîtes qui sont tellement intégrées dans ma vie que les éviter, ce serait plus compliqué que de continuer à les utiliser. Mais un jour, je me suis dit, attends, ces entreprises, elles vivent de moi, elles prennent mon argent, mon attention, mes données, elles ont bâti des empires avec ça, et pendant ce temps, moi, je suis juste le pigeon à qui on prend de l'argent. J'ai pas construit d'empire, et je m'appauvris de plus en plus. Alors j'ai décidé de changer de camp et de passer de consommateur à actionnaire, bref, d'être celui qui prend de l'argent à ces entreprises. Aujourd'hui, je lance un deuxième portefeuille sur ma chaîne, pas pour remplacer le premier. Si vous n'avez pas vu le portefeuille ETF Monde, vous pouvez aussi aller le voir, parce que c'est la base, mais pour faire quelque chose de différent, et aussi, il faut être honnête, de beaucoup plus risqué. Je vais investir 150 € par mois dans 8 entreprises de la tech, certaines que j'utilise tous les jours, tout comme vous, et d'autres qui sont beaucoup moins connues, mais qui font partie de l'infrastructure invisible qui fait tourner tout ce qu'on utilise. Et ces deux types d'entreprises, je pense qu'elles vont dominer la prochaine décennie. Alors attention, je suis très loin d'être un génie de la finance. Si j'en étais un, je ne serais pas en train de faire des vidéos YouTube. Donc, deux possibilités. Soit dans 5 ans, ce portefeuille cartonne et je pourrais vous prendre de haut, soit je suis ruiné et j'ai perdu toute crédibilité à jamais dans le YouTube Finance. Donc si j'étais vous, je m'abonnerais immédiatement pour pas rater ça. Mais d'où me vient cette idée saugrenue de lancer un portefeuille aussi risqué ? Pour le comprendre, il faut que je vous parle d'un gestionnaire de fonds américain qui s'appelle Peter Lynch. Dans les années 80, il gérait le fonds Magellan chez Fidelity et il a livré des performances tellement absurdes sur 13 ans que même ses collègues de Wall Street comprenaient pas trop ce qui se passait. Pourtant, sa thèse était extrêmement simple. Il disait, en gros, les consommateurs ordinaires repèrent les grandes entreprises avant les analystes financiers, pas parce qu'ils lisent les bilans financiers, mais parce qu'ils vivent les produits. Peter Lynch a découvert Dunkin' Donuts en prenant son café le matin avant d'aller au bureau. Il a repéré L'Eggs, une marque de collants, parce que sa femme en achetait tout le temps et lui disait que c'était le meilleur produit du marché. Sa règle d'or était très simple, investis dans ce que tu connais. Bon, évidemment, ça s'arrête pas là. Investis dans ce que tu connais, ça veut pas dire achète l'action de toutes les entreprises que tu connais. Il y a quand même des critères. Sinon, tout le monde se retrouverait avec des actions papier toilette Lotus Ultra Doux dans son portefeuille. Donc les critères, c'est par exemple, est-ce que l'entreprise grandit ? Est-ce que le modèle économique est solide ? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel durable ? Et un autre critère de Peter Lynch que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il appelait l'entreprise qu'un idiot peut diriger. Son idée, c'était que si le business est tellement bien positionné que même un patron débile peut pas le couler, alors c'est sûrement un très bon investissement. Et quand on regarde des boîtes comme Visa ou Google, on est exactement là-dedans. C'est des machines tellement bien huilées qu'elles tournent quoi qu'il arrive. Donc il va falloir qu'on réponde à ces questions. Mais le point de départ, c'est l'observation. Et une observation, j'en ai une. À défaut d'avoir entrepris quoi que ce soit dans ma vie, j'ai utilisé des produits et observé où allait mon argent. Et ce que j'ai observé, c'est que la technologie est en train de manger le monde. Alors vous allez me dire que c'est une observation de merde, que tout le monde pourrait la faire, mais attendez, laissez-moi développer. La tech mange le monde, littéralement. Chaque secteur de l'économie est en train d'être transformé par l'IA, le cloud, la cybersécurité, la data, et les entreprises qui contrôlent ces infrastructures sont quasi impossibles à déloger. Alors je sais que ma thèse, elle n'est pas très originale. Après tout, je ne suis qu'un consommateur comme les autres, dépendant de la technologie, mais ma thèse, c'est pas « j'aime la tech ». Ma thèse, c'est « certaines boîtes sont devenues des infrastructures aussi critiques que l'électricité ou l'eau ». Et ça, c'est une conviction d'investissement solide, quoi qu'on en pense. Maintenant, faut être honnête sur un truc, c'est que Peter Lynch, il achetait du Dunkin' Donuts et des marques de collants, des boîtes plutôt simples qu'il comprenait assez facilement en buvant son café le matin. Moi, j'applique sa logique de sélection, mais sur de la tech, et c'est forcément plus risqué parce que ces entreprises, elles sont beaucoup plus complexes. Et c'est pourquoi je dois être honnête sur deux choses. La première, c'est que ce portefeuille, il va probablement pas battre mon portefeuille ETF Monde. Statistiquement, le stock picking, le fait de choisir soi-même ses actions, sous-performe le marché dans la très grande majorité des cas. Même les gérants professionnels n'y arrivent pas sur le long terme, il y a eu plusieurs études là-dessus. Alors pourquoi je le fais quand même ? Si je fais ça, c'est parce que ça crée de la tension entre mes deux portefeuilles publics. Et cette tension, cette comparaison entre les deux, c'est la meilleure leçon d'investissement que je puisse vous donner. J'investis exactement le même montant sur les deux, 150 € par mois, donc tous les mois, on va pouvoir comparer les deux, le DCA passif sur l'économie mondiale contre ce portefeuille de 8 actions de la tech choisies à la main. Et on verra dans 5 ans lequel va gagner. Mon hypothèse, c'est évidemment que le portefeuille ETF Monde va gagner. Et si c'est le cas, ce sera la preuve vivante que la stratégie la plus simple bat la plus complexe. La deuxième chose à retenir, et c'est important si vous débutez, c'est qu'ici je mets le même montant sur les deux portefeuilles parce que ça rend la comparaison plus pédagogique, mais dans la vraie vie, si vous débutez, c'est vraiment pas ce que je conseille. Il y a un concept qui s'appelle le portefeuille cœur satellite. Le cœur, c'est la majorité de votre investissement.
un ETF mondialement diversifié par exemple, et les satellites, c'est une part plus petite de votre portefeuille que vous mettez sur des convictions que vous avez, mais qui sont plus risquées. En général, on met au moins 70% sur le cœur et maximum 30% sur les satellites. Le principe, c'est que si vos satellites explosent, votre capital global est toujours là. Ici, je fais du 50-50 pour les besoins de la comparaison pour ma chaîne YouTube, mais ne reproduisez pas ça chez vous, sauf si vous êtes prêt à prendre le risque. J'achèterai ces actions sur Interactive Brokers, ce qui permet d'acheter des fractions d'actions. Je divise mon budget par 8, ça fait donc 8 positions à environ 18 € chacune. Première position, c'est Alphabet, la maison mère de Google. Google, c'est la régie publicitaire la plus puissante au monde. Pour faire simple, à chaque fois que vous cherchez un truc sur Google ou que vous regardez une vidéo YouTube, eh bien ça génère de la data qui est revendue à des annonceurs. Ça rapporte environ 300 milliards de dollars par an. Derrière la pub, il y a aussi Google Cloud, Gemini qui concurrence ChatGPT et Waymo, leur robot-taxi qui roule déjà aux États-Unis. Et le truc, c'est que quand vous avez 15 ans d'email sur Gmail, tous vos itinéraires sur Google Maps et vos souvenirs sur Google Photos, techniquement, vous pouvez partir, mais en pratique, personne ne le fait. Donc Alphabet, j'achète, ticker GOOGL, ça fait 19 $ parce que les actions américaines s'achètent en dollars. Deuxième position, Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Tout le monde déteste Meta, mais tout le monde l'utilise. Là aussi, le business model est très simple. Vous utilisez leurs applis gratuitement, vous payez avec vos données, et les annonceurs payent Meta pour y accéder. Alors on pourrait se dire que c'est le même business model que Google, puisque dans les deux cas, on revend des données à des annonceurs. Mais en fait, il y a une grosse différence. Google vend de l'intention. Quand vous cherchez mal de dos, remède maison par exemple, Google sait que vous avez besoin d'un matelas et il vous montre la pub au moment exact où vous voulez acheter. Meta, c'est l'inverse. Meta vend du profil. En gros, vous scrollez sur Instagram un mardi soir, vous likez 3 photos de chat, le lendemain, Meta vous affiche une pub pour une litière auto-nettoyante à 200 € que vous aviez jamais cherché mais que vous achetez quand même. Donc Google vous attrape quand vous cherchez quelque chose et Meta vous fait acheter des trucs dont vous saviez même pas que vous aviez besoin. Le business model de Meta génère des marges opérationnelles de 40 à 45%, ce qui est complètement indécent. Pour vous donner une idée, McDonald's fait 20%, les banques font 25% et Meta fait 45%. Et la raison pour laquelle personne quitte Meta, c'est ce qu'on appelle les effets de réseau. Vos amis sont sur WhatsApp, donc vous restez sur WhatsApp, et c'est pourquoi 3 milliards de personnes ouvrent une appli Meta chaque jour. Donc Meta, j'achète, ticker META, 19 $. Troisième position, Amazon. Alors, oubliez le e-commerce, ce qui compte vraiment chez Amazon, c'est le cloud. AWS, Amazon Web Services, c'est les serveurs sur lesquels tourne une énorme partie d'Internet. AWS fait environ 18% du chiffre d'affaires d'Amazon, mais plus de la moitié de ses profits. Et les revenus cloud vont continuer à grimper grâce à la demande de l'intelligence artificielle. Donc quand vous achetez une action Amazon, vous achetez en réalité une boîte de cloud computing qui livre des colis sur le côté. En fait, le e-commerce, c'est presque un side business pour Amazon. Et une fois qu'une entreprise a mis toute son infrastructure sur AWS, elle n'en sort plus, parce qu'Amazon facture des frais de transfert juste pour récupérer vos propres données. Et il y a aussi un truc dont personne parle, c'est qu'Amazon est devenue la 3e régie publicitaire au monde, avec un business à marge énorme, derrière Google et Meta justement. Donc Amazon, j'achète, ticker AMZN, 19 $. Quatrième position, Visa. Visa, c'est le tuyau par lequel passe votre argent à chaque fois que vous achetez un truc. C'est pas une banque, ça fait pas de crédit, ça prend juste une petite commission sur chaque transaction par carte. Votre café ce matin, Visa a pris sa part, votre abonnement Netflix, Visa a pris sa part, vos courses, Visa a pris sa part, bref, quoi que vous fassiez, Visa prend sa part, et le business model est quasiment immunisé contre l'inflation, parce que quand les prix augmentent, les transactions augmentent aussi en valeur, donc Visa touche encore plus d'argent. Visa et Mastercard ensemble contrôlent 90% du marché mondial des paiements par carte, si on exclut la Chine. Ça fait 50 ans que tout le monde essaye de les concurrencer et personne n'y arrive. Donc Visa, j'achète, ticker V, 19 $. Et on passe maintenant au côté obscur. Les 4 boîtes que vous utilisez tous les jours, mais sans jamais les payer directement. La 5e position, c'est Nvidia. Nvidia fabrique des puces qui font tourner quasiment tous les modèles d'IA au monde, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini ou autres. Donc dans cette ruée vers l'or de l'IA, on peut dire que Nvidia vend les pelles. Peu importe qui gagne la guerre des modèles, tout le monde a besoin des pelles de Nvidia pour fonctionner. Nvidia gagne dans tous les cas. Et le vrai avantage, c'est pas juste le hardware, c'est qu'ils ont bâti un écosystème logiciel qui s'appelle CUDA, que tous les développeurs d'IA utilisent depuis 15 ans. Et si vous voulez changer de GPU, ça veut dire que vous devez réécrire tout votre code. Donc quasi impossible de partir. Nvidia, j'achète, ticker NVDA, 19 $. 6e position, TSMC. Si Nvidia c'est la pelle, alors TSMC c'est la fonderie qui fabrique les pelles. TSMC fabrique les puces d'Apple, de Nvidia, d'AMD et de Google dans ses usines à Taïwan. C'est le seul fondeur au monde capable de produire les puces les plus avancées.
en 3 nanomètres, et les puces avancées, ça représente 70% de ses revenus. Et TSMC, c'est littéralement zéro concurrence. Les clients de TSMC ne peuvent pas aller voir ailleurs, parce qu'Intel et Samsung essayent de rattraper TSMC depuis des années, et c'est échec sur échec. Donc les clients ne sont pas enfermés par un contrat, ils sont enfermés par les lois de la physique, c'est-à-dire qu'il y a littéralement zéro alternative. Donc évidemment, TSMC j'achète, ticker TSM, $19. 7ème position, CrowdStrike. CrowdStrike, c'est le leader de la cybersécurité cloud. Leur logiciel surveille en temps réel les systèmes informatiques des entreprises pour détecter et bloquer les attaques. Et CrowdStrike vend des abonnements, donc c'est du revenu récurrent qui monte chaque année. Et pour vous montrer à quel point leurs clients sont enfermés, en juillet 2024, une mise à jour défectueuse a planté 8 millions d'ordinateurs dans le monde. Il y a eu des aéroports fermés, des hôpitaux paralysés, et pourtant, presque aucun client n'est parti. Ils ont un taux de rétention client de 98%, même après avoir planté la moitié d'Internet. Donc CrowdStrike, j'achète, ticker CRWD, $19. 8e et dernière position, Palantir. Palantir, c'est une boîte qui fait de l'analyse de données à grande échelle pour des gouvernements et des entreprises. Par exemple, l'armée américaine, la CIA et même la DGSI en France l'utilisent. Et oui, le renseignement français dépend d'une boîte financée par la CIA, bienvenue en France. Les contrats gouvernementaux, ça paye bien, c'est long, c'est récurrent et c'est quasi impossible à casser. Et quand un gouvernement intègre Palantir dans ses systèmes de renseignement, il peut très difficilement en sortir, parce que Palantir ne fait pas qu'analyser les données, il définit comment l'organisation voit et utilise ces données. Les logiciels de Palantir, ils sont conçus pour devenir le cerveau de l'institution, et quand en plus de ça, ces données, elles sont classées secret défense, bien migrer vers un concurrent, c'est même pas envisageable, et c'est aussi ma position la plus risquée parce que la valorisation, elle est très élevée en ce moment, mais on en reparlera dans un autre épisode, sinon celui-là sera trop long. Donc j'achète Palantir, ticker PLTR, $19. Donc voilà, j'ai acheté mes 8 positions, et je veux être honnête sur un truc avant de passer à la suite, c'est que ces 8 boîtes, elles sont toutes dans la tech, donc si la tech prend une claque, c'est tout mon portefeuille qui va prendre cher. C'est pas un portefeuille diversifié, c'est vraiment un pari sectoriel et un pari ultra concentré. Et en plus, ces entreprises, elles sont valorisées assez cher par le marché. Ça veut dire que le moindre ralentissement de leur croissance peut provoquer une chute. Et c'est exactement pour ça que ce portefeuille, c'est un satellite, pas un cœur. Le cœur, c'est l'ETF Monde, c'est mon portefeuille ETF Monde, et il faut vraiment que vous alliez le regarder en priorité si vous voulez commencer à investir. Autre chose à savoir, au fil du temps, mes positions, elles peuvent changer. J'en retirerai peut-être certaines, j'en ajouterai peut-être d'autres, mais je m'impose une règle, c'est que je serai toujours transparent sur la raison de ces changements. Le fait que le cours ait baissé, par exemple, c'est pas du tout une raison de vendre. Au contraire, c'est souvent une raison d'en acheter encore plus. La seule raison valable de sortir d'une position, c'est que la thèse a changé. Par exemple, le jour où les clients d'AWS peuvent migrer facilement, le jour où quelqu'un rattrape TSMC en puce avancée, le jour où un concurrent casse les effets de réseau de Meta, là, la thèse, on peut dire qu'elle est morte. Mais à part ce genre de situation, il n'y a pas de raison de partir. Petit update avant de conclure, entre le moment où j'ai acheté ces actions et le moment où je monte cette vidéo, il s'est passé 5 jours. Le portefeuille est déjà à plus 4,73€, c'est vert sur quasiment toutes mes positions, et je sais que ça donne envie de se dire « Ah bah c'est facile la bourse ». Mais ça veut strictement rien dire, parce qu'en 5 jours, ça aurait très bien pu être moins 5%. D'ailleurs, mon portefeuille ETF Monde, que j'ai lancé seulement 2 semaines plus tôt, eh bien lui, il est en négatif en ce moment. J'ai donc un portefeuille Stock Picking qui commence dans le vert, et un portefeuille ETF Monde qui commence dans le rouge. Et ça, c'est exactement le genre de truc qui peut pousser les débutants à croire que le Stock Picking, c'est mieux. Alors que c'est pas du tout le cas. Le Stock Picking, c'est beaucoup plus risqué. Mais ça, on peut pas le juger en quelques jours, on en reparlera dans un an. Et si dans un an, mon portefeuille ETF Monde a écrasé mon portefeuille Stock Picking, eh bien je vous montrerai les chiffres sans les cacher, parce que la meilleure leçon d'investissement que je puisse vous donner, c'est peut-être de perdre de l'argent devant vous en temps réel. Donc pour pas rater ça, vous vous abonnez, l'épisode 2 arrive bientôt, et en attendant, je vous invite à aller voir le premier épisode de mon portefeuille ETF Monde. Je vous dis à tout de suite.